Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Dans ce 16e épisode d'Histoire d'auto, j'ai l'honneur de recevoir l'un des plus grands photographes de sport automobile. Un homme qui a couvert plus de 500 grands prix en plus de 40 ans de carrière et dont les photos ont illustré les journaux et magazines du monde entier. Et pour une raison toute simple, mon invité a une sorte de sixième sens qui lui permet de réaliser les images les plus fortes en étant toujours au bon endroit, au bon moment. Pour couronner le tout, son immense talent n'a d'égal que sa modestie et sa gentillesse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le grand, l'unique Bernard Asset. Et d'abord, avant de commencer cet entretien, je voudrais m'excuser, j'ai eu un petit problème technique lors de l'enregistrement, du coup la qualité de son est un petit peu moins bonne que d'habitude. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Allez, je donne tout de suite la parole à Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Eh ben tout va bien, merci. Je suis tranquille à Bandol. Ah, la belle vie, t'as eu du beau temps au moins, parce que nous ici à Paris, il pleut depuis des siècles. Il paraît, ouais, là, non, ici, il fait à peu près beau. Ouais, là, c'est un peu voilé, mais c'est quand même, il n'y a pas à se plaindre. Ouais, la vie dans le sud, c'est pas mal. Bon, je suis très très heureux de te recevoir ici, parce que, comme j'ai dit en intro, tu es un des plus grands photographes de sport automobile, et en même temps, tu es extrêmement sympathique, adorable et accessible, et évidemment passionné, donc c'est exactement, tu as le profil type des gens que j'aime bien inviter sur ce podcast. Donc voilà, je te propose qu'on commence vraiment, qu'on remonte le temps, et qu'on attaque, peut-être, à quel âge as-tu découvert la photo, Bernard ? Eh bien, en fait, la photo, je l'ai côtoyée depuis tout jeune, car mon père était photographe amateur passionné. Et donc, dès ma petite enfance, j'ai été bercé par les projections de diapositives des vacances ou des voyages professionnels de mon père. Par contre, après, c'est quand j'ai reçu mon premier appareil photo, un petit Instamatic Kodak, à l'occasion de ma communion, donc j'avais 12 ans, je crois. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me passionner pour la photo et rapidement envisager d'en faire mon métier. Alors, quelle formation tu as suivie justement ? Alors, j'ai suivi les cours de photo, l'école de photo des Gobelins à Paris. Donc, c'est une école qui dépend de la chambre de commerce des industries de Paris. Et qui était un peu à ses débuts quand moi j'y suis rentré, c'était en 71. Qui maintenant est devenu, je crois, plutôt à ses côtés, en fait, Ouais. dans le domaine. Voilà. Donc, j'ai passé 3 ans dans cette école, avant la fin de mes études secondaires, en fait. D'accord, en parallèle. Ouais, en parallèle, enfin, on va dire disons qu'à l'époque, c'est une école qu'on pouvait intégrer à partir du niveau BEPC. Donc, moi, j'y suis rentré après la seconde, c'est-à-dire sans avoir passé mon bac. Alors que maintenant, ça a évolué, ça a changé et on peut accéder à cette école uniquement après le bac. Et ton intérêt pour le sport automobile, il est né en même temps que ton intérêt pour la photo ou c'est venu un peu après ? Alors, c'est venu après. En fait, quand j'ai intégré cette école en 71, j'avais 16 ans et demi, je crois. Et j'étais plus passionné par le deux roues. J'avais pas encore, peut-être une petite 125, donc j'allais la voir en fait très rapidement. Puis j'avais eu auparavant ma période Solex et mobilette. Donc j'étais plus passionné par la moto. Et puis comme tout bon motard, quand j'ai eu ma 125, j'allais voir des courses de moto. Je me suis rendu à 4 heures du Mans, au Bol d'Or. J'allais très fréquemment à Montlhéry, notamment pour la course de côte La Pise. Et évidemment, étant passionné de photo et déjà dans une école de photo, je faisais des photos. Mmh. Et c'est ce qui m'a amené à mes premières publications dans la presse moto d'abord. D'accord, c'était dans quel titre ? Alors c'était dans un titre du groupe Hommel qui s'appelait La Moto. C'était un joli mensuel assez grand format. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mensuel avait organisé un concours photo en 72 auquel j'ai participé. Il fallait illustrer le salon de la voiture de course et de la moto de Paris. J'avais envoyé mes photos et quelques mois plus tard, je rencontre
un ami motard à Montlhéry justement qui me dit tiens au fait bravo, j'ai vu que tu avais gagné un prix dans le magazine La Moto. Et moi j'étais pas au courant, j'avais pas encore vu le magazine. Et là je m'aperçois que j'ai gagné le deuxième prix, un petit téléobjectif d'une marque Soligor. Oui. Et puis quelques mois se passent et pas de nouvelles du prix, je reçois rien, pas d'informations. Et plutôt que de téléphoner, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les portables, voilà, je ne sais pas pourquoi, je me suis rendu directement rue de Lille, au siège du magazine en question, qui était donc un magazine du groupe Hommel, pour réclamer mon prix. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a renvoyé sur l'endroit où aller récupérer ce prix. Et puis, voilà, et c'est tout. Après, j'avais mis les pieds dans ces locaux. J'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient l'air de travailler dans une bonne ambiance. Ça m'a donné envie d'y retourner. Et c'est ce que j'ai fait quelques semaines plus tard pour aller montrer mes photos de moto. Des photos de courses de moto, de Montlhéry ou autres. Et là, j'ai été reçu par le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Rémi Fernandez. Et qui m'a encouragé à continuer, à revenir le voir. Et j'ai eu ma première publication dans ce magazine un mois ou deux après, quoi. Donc c'était en quelle année? Donc ça c'était en 72. Du coup, une fois que j'ai eu mes premières publications, donc c'était des petites vignettes. Je me rappelle, il y en a une, c'est un motocross à Orly. Oui. Où j'ai eu une petite photo, ils ont dû me donner 20 francs pour ça, pour ça à l'époque. Faut bien commencer quelque part, hein. Voilà, mais j'étais super content d'avoir mon nom dans le journal, etc. Et puis donc j'y suis retourné plusieurs fois. Et puis un jour, je rentre dans le bureau toujours de ce Rémi Fernandez. Et là, il y avait une autre personne avec lui qui était Pierre Pagani. Donc, Pierre Pagani, c'était le rédacteur en chef d'Échappement, qui se trouvait dans les mêmes locaux. Donc c'était même le bureau voisin de Rémi Fernandez. Et donc Rémi Fernandez me présente à Pierre Pagani en disant voilà, un jeune photographe qui travaille bien, etc. Et Pierre Pagani, aussitôt, me me demande si je suis intéressé d'aller suivre des courses, des rallyes automobiles, des rallyes tout-terrain notamment, parce que lui-même pilotait en rallye tout-terrain. Et moi, évidemment, plus passionné de photos avant tout, évidemment, j'accepte sa proposition. Et quelques semaines plus tard, il m'a amené lui-même sur un rallye. Je crois que c'était le rallye Infernal, en région parisienne, un rallye tout-terrain. Et ainsi, j'ai eu mes premières publications dans Échappement. Voilà, toujours dans le groupe Hommel. Et c'est aussi grâce au magazine Échappement que tu as couvert ton premier Grand Prix de F1? Exactement. Voilà, j'avais tissé des liens avec les gens du groupe, donc Échappement, la moto. Et en 73, donc je décide d'aller en Angleterre avec ma petite 125. D'abord pour aller voir des amis, enfin une famille d'accueil chez qui j'avais séjourné quelques années avant pour apprendre l'anglais. Et puis je réalise qu'il y avait le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone le dimanche. C'était le 14 juillet 73. Donc juste vraiment une semaine avant de partir, je vois Pierre Pagani. Je lui demande s'il peut me faire une accréditation ou une lettre. Bon, c'était trop tard évidemment pour envoyer un courrier, tout ça. Donc je suis parti avec ma lettre dans la poche, papier en tête d'Échappement. Et seulement le dimanche matin, je suis allé au circuit à Silverstone. Je suis même pas allé aux essais. Je ne savais même pas qu'il y avait des essais, à quelle heure. Je n'avais aucune idée du programme. Et miracle, à l'entrée du circuit, avec ma lettre et ma fausse carte de presse, on m'a donné un pass. Et je me suis retrouvé donc dans le paddock dans la pit lane du Grand Prix de Silverstone, à faire des photos de François Sever et de Beltoise ou de Jackie Stewart, wow. des pilotes que j'avais vu, remarqué dans Champion et dans Sport Auto. Et j'étais ravi. Et j'imagine, à la fois, t'étais sur un nuage, émerveillé, en même temps complètement perdu, quoi. Voilà, complètement perdu, je connaissais personne. Avant le départ de la course, tu allais me mettre à l'intérieur du premier virage, mais j'avais qu'un modeste petit téléobjectif de 135 mm, donc il y a eu un énorme carambolage,
pas au départ, mais c'était après quelques tours. Je crois que c'était provoqué par Jody Scheckter. Donc après, j'ai remonté la piste pour aller sur la grille de départ. Je me suis retrouvé au milieu des épaves, des voitures. J'ai fait quelques photos, mais j'avais pas pris beaucoup de films, j'avais très peu de matériel. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai conservé précieusement le laissez-passer de ce premier Grand Prix. Et surtout, j'ai immortalisé François Sever, puisque quelques mois plus tard, comme chacun sait, il allait se tuer aux États-Unis. C'est seulement de nombreuses années plus tard que là, j'ai commencé à exploiter ces images, en fait, qui étaient restées un peu dans des classeurs de négatifs, puisque c'était beaucoup du noir et blanc. Du coup, j'ai une belle photo de François Sever faite ce jour-là. Alors je suis allé voir sur ton très beau site internet et où il y a ta biographie un peu détaillée. Et donc en 76, tu débarques chez Auto Hebdo en tant que laborantin coursier. C'était quoi ce job? Alors, entre-temps, je racontais brièvement ce qui s'est passé entre ce Grand Prix d'Angleterre 73, si tu veux, et mon entrée au groupe Hommel à Auto Hebdo en 76, donc, pour la création d'Auto Hebdo. Entre-temps, j'ai quitté l'école de photo, j'avais terminé mon cycle de 3 années, et mon père m'avait organisé un stage aux États-Unis, alors qu'il travaillait pour une boîte américaine, et j'ai pu aller à Détroit pendant 6 mois dans le service photo d'une entreprise industrielle, donc rien à voir avec le sport automobile ni avec la presse. Mais pendant ce stage, j'avais des week-ends de libre, et donc je faisais des photos d'un peu de tout, puisque j'étais avant tout, comme je l'ai dit, passionné de photos, donc j'allais aussi bien voir des rassemblements d'Indiens, de tribus indiennes par exemple, ou des concerts. J'étais voir Elton John par exemple, j'ai fait plein de photos. Et puis je suis allé voir des courses de dragster et des courses automobiles, et notamment une course IROC, International Race of Champions, où des pilotes de F1 participaient aux côtés de pilotes américains sur l'ovale de Michigan Speedway. Et là, il y avait Ronnie Peterson, il y avait Graham Hill, il y avait Jackie Stewart, qui était déjà commentateur pour une télévision américaine. Et donc là, j'ai fait plein de photos et je me suis dit, bon, j'envoie ça à Pierre Pagani. Je savais qu'il y avait un nouveau magazine qui s'était créé dans le groupe Hommel qui s'appelait Scratch, qui était dirigé par Étienne Moiti. Et donc, Pierre Pagani a fait passer mes photos à Étienne Moiti. Étienne Moiti les a utilisées. Il m'a demandé de lui envoyer des informations. Donc, je lui ai envoyé un courrier, une lettre avec une sorte de petit résumé de ma journée à Michigan Speedway, avec les classements. Étienne Moiti avait son frère Christian, qui travaillait à l'Automobile Magazine. Du coup, Étienne, pendant que moi j'étais aux États-Unis, donc j'étais pas au courant de tout ça. Il a fait passer des photos à son frère, qui en a publié quelques-unes dans l'automobile. Et quand je suis revenu des États-Unis, donc après, quelques mois plus tard, parce que j'étais resté 6 mois, j'ai eu la bonne surprise de découvrir mes publications et dans Scratch et dans l'automobile. Et du coup, mon nom était resté dans la tête d'Étienne Moiti. Et Étienne Moiti avait été donc désigné ensuite pour être le rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Et c'est seulement encore 1 an plus tard, puisque entre-temps, j'étais revenu en France, mais j'ai fait mon service militaire. Donc voilà, c'était une parenthèse où il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai eu la chance d'être au service photo des armées au Fort d'Ivry. Donc j'ai pratiqué pas mal le labo photo, notamment en noir et blanc, mais j'avais déjà appris tout ça à l'école. Et quand je suis sorti de mon service militaire du Fort d'Ivry, je cherchais du travail. Et je me suis rendu rue de Lille pour dire bonjour un peu, récupérer mes photos, avoir un peu des nouvelles de tout le monde. Et là, c'était le hasard incroyable, la chance. Juste ce jour même, ils avaient passé la veille une annonce dans France Soir pour recruter un laborantin en vue de la création d'Auto Hebdo. Et donc, ils avaient déjà vu quelques candidats, et quand ils ont vu que moi j'étais là et que je cherchais du travail, évidemment, du coup, Étienne Moiti a dit, on va le prendre lui, on le connaît. Sûrement, il l'a pas dit, mais il a sûrement pensé que je pourrais dépanner pour faire des photos ou autre. Mais c'était pas du tout prévu dans mon embauche. Et alors, pour préciser cette histoire de coursier, donc j'ai eu mon entretien avec Étienne Moiti, j'ai eu un entretien avec Michel Hommel, où il était bien clair que j'étais engagé comme laborantin, c'est-à-dire analyser les développements, les tirages, des photos des différents correspondants qui enverraient des films, ou de Jeff Lehal. Jeff Lehal, c'était le photographe qui était déjà en place à Échappement.
et qui du coup devenait le photographe des deux titres. Donc moi j'étais là vraiment pour le labo. Et dans l'entretien, Michel Hommel me demande si j'ai une moto, ou si je fais du deux roues. Alors, moi je lui dis oui, j'étais tout content de lui dire que j'avais même, entre-temps, j'avais fait l'acquisition d'une 350 Honda, donc oui, j'ai une moto, j'ai une 350 Honda, j'étais tout fier. Et puis voilà, il a acquiescé, mais il n'a rien dit de plus. Du coup, j'ai accepté le travail, puisque j'avais une autre proposition aussi par mon école de photo. Donc j'avais le choix entre deux emplois, en fait. Les deux étaient dans la presse automobile? Non, alors l'autre proposition, c'était par mon école. C'est l'école qui m'avait trouvé ça. C'était pour être assistant d'un photographe publicitaire, Ouais. spécialisé dans le culinaire. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. Ah oui. Et dans Paris. Et c'était à salaire égal. Donc, bon, j'ai pas hésité longtemps. Oui. J'ai choisi l'option Auto Hebdo en me disant, peut-être sûrement qu'une fois un pied dans la maison, il y aura sûrement moyen de faire des photos. C'était ça mon but et mon idée, en fait. Ouais. Et donc, j'accepte la proposition et quelques jours plus tard, je reçois ma lettre recommandée d'embauche. Et là, je découvre que je suis également coursier. Évidemment, ça me faisait pas spécialement plaisir, mais bon, j'ai accepté. J'ai juste été voir Gérard Lips, qui était l'adjoint, en lui disant c'était pas prévu que je sois coursier. Moi, je veux bien faire les courses, ça m'amuse. J'adore faire du deux roues, mais je veux pas faire des courses avec ma moto. Et là, Michel Hommel a répondu il n'y a pas de problème. Il y avait un petit Dax Honda, vous savez, Ouais. qui était toujours garé là dans le couloir de l'Arville. C'était le Dax personnel de Michel Hommel. Et donc Michel a dit pas de problème, tu prends mon Dax pour faire les courses, il n'y a aucun souci, ça sera même dans Paris, ça sera beaucoup plus pratique que ta moto. J'étais pendant 6 mois environ à la fois laborantin et coursier. Et alors du coup, à quel moment tu as eu ton ticket d'entrée dans le monde de la F1? Alors, c'est pas venu tout de suite. Au bout de quelques semaines à Auto Hebdo, donc ça c'est début 76, un jour se produit ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'on cherche un photographe pour aller dans un atelier, je me souviens très bien, c'était l'atelier de Formule 2 dirigé par Jean Sage, l'écurie Elf Switzerland. Donc il fallait aller là-bas avec Étienne Moiti, donc le rédacteur en chef, faire des photos de l'atelier. Et le photographe Jeff Lehal n'était pas disponible, et moi je l'étais. Donc, j'ai eu mes premières photos publiées comme ça dans Auto Hebdo. Ensuite, il s'est passé quand même 2 ans, 3 ans même, des années pendant lesquelles je me rendais sur les courses en France, à ma demande, on m'envoyait pas puisque c'était pas prévu. En fait, je me débrouillais avec Christian Courtel, qui était le reporter de tout ce qui était courses en France. Et il m'emmenait dans sa voiture sur les circuits français, à Nogaro, à Albi, à Manicourt. Moi, je faisais des photos, je profitais des avantages évidemment que j'avais d'être accrédité par Auto Hebdo. Et je proposais mes photos et petit à petit, souvent on les utilisait. Donc, j'étais devenu le photographe d'Auto Hebdo finalement. Et en même temps, j'avais arrêté de faire le coursier et Michel Hommel a engagé un nouveau coursier. C'est amusant aussi de citer son nom puisque tout le monde le connaît, c'était Lionel Froissart. Ah oui. Qui lui a eu le même parcours que moi finalement. Il s'est dit je vais être coursier, je mets un pied dans la maison chez Hommel et voilà, ça l'a aidé à évoluer pour devenir journaliste. Et donc pendant ces 3 années, donc 76, 17, 18, de par mon statut de photographe d'Auto Hebdo, j'étais pas censé aller sur la Formule 1, ou alors si j'y allais, c'était uniquement à Monaco et au Grand Prix de France pour plutôt couvrir les courses annexes. Donc je suis allé sur ces quelques Grands Prix de France et de Monaco. Et sur mes vacances, j'ai profité aussi d'aller sur des Grands Prix à titre personnel, puisque le journal ne m'envoyait pas. Donc je suis allé 2 fois à Long Beach, je suis allé à Silverstone, je suis allé à Zandvoort, à Hockenheim, où là j'allais souvent à mes frais pour le plaisir, en fait, par passion, faire des photos, suivre des Grands Prix en fait. Ouais, à Long Beach, ça commence à faire des frais, ouais. Oui. Alors là, j'avais fait ça sur 10 jours de vacances. Ouais. La première année en 77. Donc j'ai pu être accrédité évidemment grâce à Auto Hebdo. J'ai fait une photo de Long Beach. J'y suis retourné l'année suivante avec un autre éminent confrère journaliste, Jackie Morel. Mm-hmm. Donc là, c'était un voyage, c'était vraiment touristique. On avait décidé de faire un petit road trip sur la côte californienne. Le voyage commençait par le Grand Prix de Long Beach. Ensuite, on allait voir des préparateurs de custom et de hot rod, parce que c'était la passion de Jackie Morel. Voilà, en 77 aussi, il y avait un
quelqu'un qui allait devenir un grand ami, et qui était stagiaire à Auto Hebdo, c'était Eric Batt. Et Eric Batt, tout le monde savait que Renault allait débuter en Formule 1 à Silverstone en 77, et tous les deux, on va voir Étienne Moiti, on lui dit est-ce qu'on pourrait aller à Silverstone, ça serait super, c'est les débuts de Renault. Étienne Moiti nous dit non, on a Jean-Jacques Renault, le journaliste, on a le contrat avec des PPI, et on décide d'y aller quand même tous les deux à nos frais avec ma coccinelle. Du coup, j'en regrette pas du tout parce que j'ai quelques archives de ce moment historique quand même. Ouais, complètement, oui. Voilà. Et bon, je suis un petit peu long là, mais après c'est seulement en 78, au moment du Grand Prix de France, que Auto Hebdo, et notamment pas tellement Auto Hebdo, mais Michel Hommel à nouveau, me dit là au Grand Prix de France au Castellet en 78, il va falloir que tu te concentres aussi, que tu nous fasses des belles photos de Formule 1, car on va faire un numéro spécial en dehors d'Auto Hebdo, donc ça sera hors série. Donc là, j'ai été chargé vraiment de couvrir également le Grand Prix de F1. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était un numéro 0 en fait pour le futur projet de Grand Prix international qu'allait lancer Michel Hommel début 79. Et là, à ma grande surprise et à ma grande joie, on me propose de suivre la saison 79, tout frais payé, salarié. En intégralité. En intégralité, avec Eric Batt comme partenaire journaliste. Duo de choc. Ouais, duo de choc. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Eric Batt, il est bien connu pour avoir fondé pas mal d'années plus tard Auto Plus, dont il est resté rédacteur en chef pendant une bonne quinzaine d'années. Voilà. Et avec lui, en fait, je n'ai suivi la F1 qu'avec lui que 3 saisons, ce qui était déjà pas mal, donc de 79 à 82. Après quoi, il avait quitté le journalisme et on y revenir plus tard, mais il avait intégré le service presse de Renault F1, en tant qu'attaché de presse. Bon, c'était comment l'ambiance dans les Grands Prix? On est donc toute fin 70, début 80. On imagine que c'était très différent d'aujourd'hui. Probablement que les pilotes étaient plus faciles d'accès. Comment c'était à l'époque? Raconte-nous un peu. C'est vrai. En fait, maintenant, je me rends compte avec le recul, mais sur le moment, je me rendais pas compte que c'était bon enfant, tout agréable, très ouvert. On partageait des déjeuners ou des dîners avec les pilotes, les garages, on y mettait les pieds très facilement. Je tournais autour des voitures complètement démontées, même chez McLaren. Plus tard, allait devenir vraiment inapprochable. Voilà, il n'y avait pas tout cet argent dans tous ces sponsors présents, et les garages, c'était vraiment sans aucun décor. Les équipes n'avaient pas d'uniforme, ou très peu. Les canots travaillaient en torse nu, en short au Brésil, je me rappelle, en tongs. Voilà, des choses impensables de nos jours. Et pour nous, on n'était pas très nombreux, en fait, je m'en rendais pas compte non plus, mais quand j'ai débarqué en 79 en Argentine, on devait être 3-4 photographes français, maximum. Ouais. Et pareil pour les journalistes, on était très peu, et c'est seulement quand il y a eu le succès des Ligier, d'autres journalistes ont commencé à débarquer dès le Grand Prix suivant d'ailleurs au Brésil, et ensuite évidemment pendant la saison européenne, puisqu'on espérait tous un titre de champion du monde chez Ligier d'abord, puis ensuite chez Renault aussi bien sûr. C'était bon enfant, voilà, c'était agréable, et en même temps on n'y pensait pas, quoi. Ça paraissait naturel que ça soit comme ça. Il n'y avait pas un peu une ambiance colonie de vacances, notamment chez les journalistes, photographes qui suivaient la caravane des Grands Prix? Oui, on peut dire ça. Il y avait un peu de ça, oui. Parce que bon, j'ai côtoyé Jean-François Destin, qui a couvert notamment la Formule 1 pour France Soir dans les années 80-90, et qui nous racontait des soirées un petit peu arrosées, où à la fin les gars qui retournaient dans leur chambre se retrouvaient avec une chambre vide, à moitié démontée, les meubles qui avaient été déménagés dans la chambre d'à côté et tout. Oui, c'est vrai, il y avait ce côté-là, oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus, il y avait pas mal de grands prix, notamment des grands prix lointains, comme le Brésil ou Kialami surtout, où quasiment tout le paddock, toute la F1, c'est-à-dire les équipes, les journalistes se retrouvaient quasiment dans ou les mêmes 2-3 hôtels. Ouais. Donc les séances d'essai, il n'y avait pas des briefings interminables.
comme actuellement. Donc tout le monde se retrouvait au bord de la piscine du Calami Ranch ou des hôtels, des grands hôtels du Brésil ou sur la plage même, tout près de l'hôtel. J'ai des photos, j'ai des souvenirs de Jack Lafitte, Eddie Cheever, Alain Prost. On va jouer dans les vagues à Rio. Ça paraît tellement Ça, inconcevable aujourd'hui. ouais, tout ça 2 heures après la séance d'essai. Et puis, pour nous photographes, il n'y avait pas le souci enfin, il n'y avait pas le souci, c'est-à-dire qu'il fallait patienter pour voir les résultats des photos, donc que les films soient développés. Comme actuellement avec le numérique, évidemment, on passe toutes ces après-midi en salle de presse, voire même jusque tard dans la soirée. Donc tout ça fait que, oui, c'était notre époque. Bon, l'aspect technique, on va y revenir, mais Oui. en attendant, j'ai une question posée par un internaute, parce qu'en fait, sachez, chers auditeurs, que vous pouvez vous abonner au compte Twitter et Facebook du podcast Histoire d'Auto. Ça vous permettra par exemple d'être au courant à l'avance de la publication, même des enregistrements de ces épisodes, et par exemple de pouvoir poser des questions à l'invité. Et là, j'ai une question posée par Nonox sur Twitter. Comment se passent les relations avec les pilotes? Est-ce que tu arrives à créer une complicité avec eux afin d'avoir de meilleures images? C'est une bonne question. Alors, moi, je suis d'une nature plutôt réservée et surtout, j'ai jamais été vraiment fan. Puisque, comme je l'ai dit au début, avant tout, ma passion, c'était la photo. C'est resté la photo. Donc, je crois que j'ai quasiment jamais demandé un autographe à un pilote. Pourtant, tu étais en bonne place. J'étais en bonne place. Je regrette pour certains d'ailleurs, ou même de faire bon, ça se faisait pas à l'époque, de faire des selfies ou des photos souvenirs Ouais. en compagnie des pilotes finalement de mes débuts des belles années 80. J'en ai pas. Quand j'ai participé à un livre là, sur Ayrton Senna il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, j'ai regretté de ne pas même avoir une seule photo de moi en compagnie d'Ayrton Senna, alors que j'aurais pu le faire des dizaines de fois. Et donc, j'ai jamais trop cherché à vraiment sympathiser avec les pilotes, préférant avoir un peu le recul. Et pour moi, c'était un meilleur moyen de faire des bonnes photos naturelles. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait des pilotes comme Jack Lafitte, on se connaissait bien. Si vous voyez faire une photo de lui, il allait faire le pitre, forcément. Ça m'étonne pas. Mais en fait, j'ai jamais trop cherché à devenir copain avec des pilotes. Celui avec lequel j'ai eu beaucoup plus tard des relations plus amicales, on va dire, c'est Jean Alési. Oui. Mais j'ai toujours quand même essayé de garder une certaine distance, volontairement, pour privilégier le naturel dans les photos. Il y a notamment un exemple d'une photo que j'ai faite, que tu connais peut-être, c'est Jean Alési, un peu déprimé, à Imola. Il vient d'avoir un problème technique sur sa Benetton et il est allé s'asseoir sur un banc. C'est un abri de commissaire de piste. Et là, à ce moment-là, je l'ai vu sortir de la voiture, donc j'étais tout près. Et je l'avais pas vu encore de la journée, ou peut-être même du week-end d'ailleurs. Donc je l'ai vu, il avait l'air abattu, je l'ai vu qu'il se dirigeait vers ce banc pour aller s'asseoir, un peu dépité. J'ai hésité un moment avant d'aller le voir et le saluer et le réconforter éventuellement, ou savoir lui demander ce qui s'était passé. Et je l'ai pas fait. J'ai préféré rester en retrait, d'ailleurs il ne m'a même pas vu. Et j'ai préféré faire les photos. Et bon, c'est une de mes plus belles photos, une photo un peu humaniste en fait, qui pourrait dater d'une autre époque, où donc il est assis sur ce banc, dans ce vieil abri de commissaire, il y a des porte-manteaux, et des sacs par terre, enfin bref. La photo est très sympa et j'ai eu 1 ou 2 secondes pour la faire parce que après ça, il y a tous les commissaires qui se sont précipités vers lui pour demander des autographes. Donc c'était plus pareil. Et là, je me suis dit, j'ai bien fait de pas aller vers lui, sinon j'aurais pas fait cette photo et voilà. Garder une distance avec le sujet, ça permet de faire de meilleures images. Pour moi, oui. Après, j'ai un autre exemple d'un collègue photographe, c'est Gilles Levent. Gilles Levent, lui, il était très ami avec Alain Prost. Il passait les week-ends à jouer au golf, à faire tout un tas d'activités sportives ensemble. Et finalement, il n'en a jamais profité. Parce que, justement, il était tellement proche du pilote que du coup, il ne voulait pas le déranger, donc il ne faisait pas de photos.
Ah oui, c'est un peu Ouais, contradictoire, ouais, un voilà. peu paradoxal. Ouais. Justement, tu as démarré finalement ta carrière en F1 à peu près en même temps qu'Alain Prost. Donc, j'allais te demander, est-ce que ça a contribué à créer davantage de liens, mais visiblement, tu me dis que non, quoi. Non, c'est vrai qu'à l'imposte, alors on a vraiment une carrière, enfin une carrière, ça n'a rien à voir, la mienne et la sienne. Euh, un parcours, disons, similaire au niveau du timing. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Auto en 76 et lui, il commence à se faire remarquer en Formule Renault. Donc moi, je le côtoie sans savoir, sans imaginer évidemment que ça deviendra le Alain Prost lorsque je vais voir ses courses en France en Formule Renault. Donc j'ai des photos de lui, quelques archives de ses T'as courses. pas senti à cette époque-là qu'il avait quelque chose de plus que les autres Moi, j'aurais pu le sentir parce que quand on gagne, je sais pas combien, 11 courses sur 13 d'un Oui. championnat, je dis ça, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près cet ordre-là. Euh, c'est qu'il y a quelque chose, mais bon, c'est vrai que je ne m'en suis pas trop préoccupé. J'ai pas cherché spécialement à le suivre plus qu'un autre. Et après, quand il est venu, il a fait sa première saison en 1980. Mais il est venu sur les derniers Grands Prix de 79 aux États-Unis, au Canada, et là, on était très proche de lui avec Eric Bad, avec d'autres journalistes comme Jean-Louis Moncé et Johnny Rive. On mangeait avec lui, en fait, on le chapeautait un petit peu parce que lui, il arrivait de la Formule 3, il connaissait personne, je crois il avait été sollicité pour débuter en Formule 1, et puis il avait préféré retarder son entrée en Formule 1 à l'année suivante. Donc, je l'ai bien côtoyé à ce moment-là, mais bon, voilà, ça s'est pas passé. Il n'y a pas eu peut-être l'accroche qu'il aurait pu y avoir à ce moment-là, je sais pas. Et j'ai de très bonnes relations avec Alain Prost, j'en ai toujours eu depuis le début, mais pas plus que ça. On peut pas parler de complicité, quoi. Non, 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 non. Bon, tu as publié en 2014 un livre consacré à Ayrton Senna. Quel souvenir tu gardes de ce pilote de légende? Alors lui, bon, j'ai pas eu beaucoup plus de relations proches qu'avec Alain Prost. Mais par contre, c'est vrai que quand je le voyais derrière mon objectif, notamment quand il était en dehors de la voiture, quand il s'exprimait avec des journalistes ou dans des conférences de presse, il y avait quelque chose d'attrayant, de passionnant à suivre et à écouter. J'aimais bien sa façon de s'exprimer, avec des silences notamment, qui en disaient long. Et voilà, c'était le côté attachant. Voilà, il utilisait des mots, des expressions qui donnaient envie d'écouter et qui le rendaient attachant. Oui, puis il y avait des silences, mais il y avait aussi des moments où il avait pas du tout sa langue dans sa poche. Non, c'est vrai aussi ça. Bon, pour moi j'ai. Là, je me rappelle aussi d'une anecdote, la première fois où je me suis adressé à lui, en fait, c'était pour le Grand Prix international, il était chez Tollman, et il fallait que j'aille faire un portrait de lui, parce que c'était le petit nouveau en vue, c'était à Zolder, je me rappelle. Et donc je vais le voir et je me présente à lui pour lui dire que voilà, j'ai besoin de faire un petit portrait de lui rapidement. Il était en train de déjeuner, je me rappelle, en train de manger une assiette de pâtes dans dans la loge Pirelli, je crois, au-dessus des stands. Et là, il me dit oui, bien sûr, il me répond en anglais, bien sûr, et tout. Et je me présente, je lui dis, voilà, je suis un photographe de Grand. Il me dit, oui, je sais. Il dit, c'est vous qui avez fait des photos de Nelson Piquet, sous l'eau, en plongée sous l'eau. Alors là, il m'a interloqué parce que, effectivement, j'avais fait un reportage en Sardaigne avec Nelson Piquet qui m'avait demandé si je pouvais faire des photos sous l'eau, de lui sous l'eau. Parce que, bon, il s'était acheté un masque et un tuba. Et moi, j'avais justement un appareil sous-marin, là, un Mykonos. Et donc, j'avais fait une photo à 2 mètres sous l'eau, hein, de Nelson Piquet avec son masque et son tuba, qui a été publiée dans le Grand Prix international. Et Ayrton avait remarqué cette photo et avait associé cette photo à mon nom. Incroyable. Et donc, c'était incroyable. Là, il m'a vraiment estomaqué, quoi, ce jour-là. C'était un vrai ordinateur, quoi. Ouais. Et sinon, bon, après, s'il y a eu une autre occasion, l'année d'après, quand il était chez Lotus, grâce à Lionel Froissart, on avait été invité quelques journalistes et photographes, caméramans aussi, à passer une journée une demi-journée avec Ayrton Senna chez lui, dans la maison de ses parents à Sao Paulo. Parce qu'à l'époque, bon, il n'était pas encore bien organisé au niveau management, au niveau presse, et il y avait une grosse demande, notamment de la presse française, pour avoir des interviews et des images de Ayrton Senna en privé. Donc, c'est par l'intermédiaire de Lionel, et donc Ayrton nous avait reçus. Et là, il avait été super pro, et jusqu'à
tous les demi-heures, changer de polo pour varier un peu les images et les prises de vue. Donc, c'était un bon souvenir cette journée-là. Bon, malheureusement, le destin d'Ayrton Senna a été tragique. Comment toi, tu as vécu la saison 94 et notamment évidemment le funeste Grand Prix de Saint-Marin? Ouais, alors je me rappelle bien de ce moment-là. Alors ce jour-là, je crois, donc j'avais décidé de faire le départ de la course au virage de Tossa. Et juste avant le Grand Prix, j'étais avec Jean Alesi parce qu'il courait pas Jean Alesi ce Grand Prix-là. Il avait eu un problème, il avait eu un accident, je crois, en décès là, quelques semaines avant. Il s'était fait un peu mal et il courait pas. Et donc j'étais là-bas pour faire des photos. Il fallait que je fasse des photos de Jean Alesi qui regarde le tour de chauffe. Et après j'ai fait le départ du Grand Prix de là-bas. Quand la course s'est arrêtée, que bon, on n'était pas trop au courant de ce qui se passait, après j'ai su qu'il y avait cet accident. J'ai marché un peu à l'intérieur du circuit, jusque derrière les grillages où j'ai aperçu l'hélicoptère, etc. Mais bon, comme à l'époque évidemment il n'y avait pas aucune information, aucun écran en bord de piste, on ne savait pas trop ce qui se passait. Puis la course a repris et là après bon, j'ai commencé à avoir des informations sur l'accident de Senna, mais c'était très flou. Certains disaient que c'était grave, d'autres disaient que c'était rien du tout. Et moi, j'avais le souci de rentrer vite à Paris, car j'avais un avion à Bologne très vite après la course. Donc, j'ai vite couru, j'ai fait le podium. Et j'ai vite quitté le podium même avant la fin, et j'ai couru vers la voiture pour me rendre à l'aéroport. Et là, j'ai croisé un mécanicien chez Williams. J'ai demandé des nouvelles de Senna et il me dit tout va bien, c'est pas très grave, il a un bras cassé. Bon, je me suis dit super, j'ai continué ma course à pied vers la voiture. Et là, je suis arrivé à Bologne, à l'aéroport. Je sais plus si par la radio ou par des rencontres sur place. Donc j'ai appris la mort de Senna. Donc 1 heure après avoir quitté le circuit. Et là, on était dans un charter, principalement des Français. Dans tout le vol, il n'y a pas eu, on entendait les mouches voler, quoi. Il n'y avait pas un bruit, personne ne bronchait. Et moi, j'étais vraiment pas bien. Et si bien que le Grand suivant de Monaco, j'ai annulé, j'y suis pas allé. J'avais plus pas le goût d'y aller. Et pourtant, Monaco, il y a un Grand Prix que je n'aurais pas voulu rater, c'était bien celui-là. Mais bon, heureusement, après la passion est revenue et je me suis rendu au Grand Prix suivant. Je ne sais plus lequel c'était. Bon. En tout cas, c'était un gros choc, effectivement, cet accident. Justement, c'est une question que je pensais te poser un peu plus tard, mais t'es quand même en bord de piste avec des voitures qui foncent parfois à 300 km/h ou plus. Il y a quand même un élément de risque. Comment toi tu l'appréhendes? Oui, c'est vrai, j'y ai souvent pensé. Je fais attention quand même, mais on a toujours le risque. Bon, chacun sait, on ne doit pas s'appuyer sur les rails, on ne doit jamais tourner le dos aux voitures. Bon, c'est vrai que j'ai quelque chose, et souvent il m'est arrivé aussi de prendre des risques, de me mettre à des endroits un peu limites pour avoir la belle photo, pour avoir une meilleure photo, même des endroits où on n'est pas censé se mettre. Bon, on prend le risque quelquefois. Mais d'une manière générale, j'étais quand même plutôt assez prudent, même si le risque zéro n'existe pas. On l'a bien vu des fois, notamment aux 24 heures du Mans, des endroits où l'accident, on voit des photographes qui se baladent et qui avec les boules de caisse ne voient rien ou n'entendent rien, enfin n'entendent rien surtout d'abord. Mais arrivé d'être proche de sorties de route, de recevoir quelques gravillons sur la tête, mais voilà, ça n'a pas été pire que ça. Je pense pas avoir jamais dû courir ou me déplacer pour esquiver une voiture, comme c'est arrivé à certains photographes, des fois, la chance, je pense, j'ai jamais eu ce genre de problème. Bon, il y a eu très peu d'accidents, finalement, je pense, qui ont touché des photographes, en général. Bon, on va essayer de partir sur quelque chose d'un petit peu plus positif. J'ai une question posée sur Twitter par Olivier, un très fidèle poditeur que je salue au passage. Bernard, quelle est la plus belle émotion que tu aies vécue sur un Grand Prix? Il y en a peut-être beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. C'est une question. Il y a eu les émotions tristes, comme celle qu'on vient d'évoquer sur. Oui, mais là, pour le coup, c'est pas une belle émotion, là.
Non, mais c'est une émotion quand même. Oui, Il y avait eu, dans le même style, il y avait eu celle du décès de Gilles Villeneuve. Pareil, cette chape de plomb qui était tombée sur tout le circuit, tout le paddock, quand on a appris son décès aussi. Bon, enfin, je pense que tu voulais plutôt que je parle de belles émotions, oui, de beaux c'était plutôt souvenirs. ça, oui. Bah, il y a eu victoire de Jean Alési à Montréal, par exemple. Oui. J'étais super, super content pour lui. Montréal en 95. Euh, il y a eu ses premiers succès de Jacques Lafitte et de Ligier. Alors, en plus, c'était les tout premiers Grands Prix pour Grand Prix international. Donc, c'est vrai que c'était une grande joie. Et en plus, on a célébré ça après le soir. Jacques, grand seigneur, a invité toute la presse française au restaurant. Truc impensable aussi maintenant. Il y a eu aussi la période, le Grand Prix de France 79 quand même, où on était précipité vers le podium pour célébrer la première victoire de Renault et de Jean-Pierre Jabouille, sans savoir que je loupais plein de choses encore plus importantes sur la piste. Oui. Enfin, pas plus importantes, mais aussi importantes. Voilà, sinon, non, ça ne me revient pas comme ça. Il y en a sûrement plein d'autres. Hein, mais... J'ai une autre question posée sur Twitter par Pierre-Yves. À quel moment, selon toi, la F1 a basculé du sport vers l'industrie? J'imagine que par là, il veut dire à quel moment les sponsors ont pris une telle emprise que ça a changé vraiment le visage du sport. Ouais, alors, ouais, je dirais entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ouais. Ah, c'est quand même assez Alors après, récent alors. ouais, pour moi, oui, parce que, bon, même si ça a été progressif, hein, évidemment. On en parlera sûrement plus tard, parce que tu vas me parler de Schumacher. Oui, La période charnière, à mon avis, c'est la période Schumacher. d'accord. C'est-à-dire qu'à ses débuts, on a une F1 qui est encore un peu, même si ça se perd, mais elle est encore un peu artisanale, on va dire, qui rentre chez Jordan et puis chez Benetton. Et puis petit à petit, quand il est chez Ferrari, ça se professionnalise. J'ai un exemple d'ailleurs à ce propos, c'est que les premières années de Schumacher chez Ferrari, les photographes, on pouvait encore aller dans le garage Ferrari. C'était réglementé, on pouvait y aller qu'un par un, avec une durée limitée de 20 minutes. Tout ça, c'était géré par l'attaché de presse de Ferrari. Et puis, il y a eu sûrement quelques abus de certains photographes parce qu'on n'était pas censé aller à l'arrière de la voiture. On devait rester au-delà, pas plus loin que le niveau du pilote. Sûrement, certains photographes ont peut-être abusé de ça et du coup, un jour, chez Ferrari, ils se sont dit, bon, terminé, plus de photographes dans le garage. Et ça devait être dans les années 2002, par là, 2001-2002. Et pour moi, ça a été vraiment une cassure. À partir de ce moment-là, on ne mettait plus les pieds dans un garage, en tout cas dans le garage d'une équipe de pointe. À ton avis, c'était l'impact de Schumacher lui-même, de Jean Todt, ou c'était une ambiance plus générale chez toutes les écuries? Non, je pense que c'était général. C'était général. Il y avait comme il y a toujours, et encore plus maintenant, une espèce de paranoïa sur la technique. Oui. On voit bien sur les grilles de départ avec les bâches et les mécaniciens qui se mettent en randonnion devant les caméras de Canal+. Enfin, C'est un peu ridicule, oui. ouais, c'est devenu complètement ridicule et bon, bah, c'était lié à ça. Je pense pas que ça soit une instruction ni de Jean Todt, ni de Michael Schumacher à l'époque. Même si quelquefois j'ai vu Michael Schumacher faire un petit signe de la main envers un photographe, ou même peut-être qu'il l'a fait une fois avec moi, parce qu'on était trop près de son casque avec un super grand angle. On a toujours envie de donner des effets, Ouais. avoir une photo un peu plus forte qu'une autre, et voilà, des fois on s'approche trop près. Il y en avait un qui nous faisait ça aussi bien des années avant, c'était Nigel Mansell. Mais lui, c'était plus pour les flashs. Il ne supportait pas les flashs. Et à l'époque, on utilisait beaucoup le flash, ce qui s'est perdu maintenant grâce au numérique. Bon, comme je le disais en intro, tu as une sorte de don pour te trouver au bon endroit, au bon moment. Tu fais quelques photos vraiment extraordinaires où tu étais vraiment là où il fallait, tu as capté l'action. C'est un instinct, t'as un sixième sens pour ça? Oh, je pense que c'est un peu exagéré. Parce qu'on a tous des opportunités, tous les photographes, de s'être trouvés au bon moment, au bon endroit. Moi, ça m'est arrivé peut-être un peu plus souvent à mes débuts, ce qui fait que bon, il est devenu un peu une légende. J'ai eu mes premières photos d'un beau crash, heureusement sans blessé. C'était Monaco 1980 où, pour pas faire comme les autres photographes, j'avais décidé de monter sur un pont au-dessus du virage de Sainte-Dévote. Mais ceci dit, j'aurais eu aussi bien, enfin d'une manière différente, j'aurais eu l'accident si j'étais resté en bas.
sauf que là j'avais un angle différent. Mais après, ce qui est vrai, c'est pas pour ça que j'ai eu plus de chance, c'est que souvent j'ai essayé d'éviter les endroits où se mettaient tous les autres photographes. Que j'avais la chance de pouvoir me le permettre, notamment avec Grand Prix International, parce que il fallait que j'amène des images différentes et qui pouvaient être de préférence artistique. Donc, en plus, je savais que on aurait de toute façon les photos classiques, traditionnelles. On les aurait eues de toute façon par les autres photographes ou par les agences. Donc, après, quand Grand Prix s'est arrêté, j'ai continué à me comporter de cette façon, c'est-à-dire éviter à tout prix le premier virage systématiquement. Essayer de chercher des angles différents, quoi. Voilà. Il y a quand même des fois où c'est quand même incontournable de faire un départ. C'est quand même le moment où il risque de se passer le plus de choses. Et c'est un moment très fort, très intense. De même qu'une arrivée et un podium, on peut difficilement s'en passer parce que je me rends compte maintenant avec mes archives, quand on cherche des photos historiques, c'est celle-là qu'on cherche. C'est les podiums, c'est les victoires, c'est le drapeau damier, c'est le départ, c'est le dépassement. Toutes les photos un peu floutées, un peu artistiques, comme j'ai pu en faire beaucoup, c'est beaucoup moins recherché avec le temps en fait. Bah justement, ça amène naturellement une question que posait un autre internaute sur Twitter, Nonox. Est-ce qu'il y a une compétition entre les photographes pour s'accaparer les meilleurs spots photos d'un circuit ? Oui, alors en plus il y a des règles, il y a des priorités, c'est-à-dire que les grandes agences et les plus grosses agences en fait sont privilégiées, enfin elles ont une priorité pour les tours de départ et les tours de podium. Ah ça je savais pas. Ouais, ça a été instauré il y a déjà quelques années, enfin maintenant une bonne vingtaine d'années je dirais. Encore on revient toujours à ce début des années 2000. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation de la FIA, etc., qui distribuait des stickers que les photographes ou les agences allaient coller sur la tribune des photographes, notamment pour les départs et les podiums, pour que ces grands médias, enfin ces grandes agences, notamment AP, AFP, Reuters, les PPI, l'équipe, Sutton, etc., soient les mieux placés, soient au premier rang en fait. Et donc les autres, en fait, après, ils étaient au deuxième rang, voire derrière. Ah, donc il y avait des accrédités de première classe et des accrédités de seconde classe, quoi. Exactement. Voilà. Et moi, j'ai rarement bénéficié de ces avantages parce que pendant une période, j'étais diffusé avec l'agence Vandistat. J'avais quand même le statut de freelance, donc cette agence n'était pas reconnue comme une agence de presse prioritaire, donc on n'a pas profité à ce niveau-là. Mais moi, ça me perturbait pas plus que ça, compte tenu que j'essayais de faire autre chose. Même quand j'étais sur une tour de photographe, j'essayais de me mettre soit dans un coin, soit debout sur une barrière, pour essayer de faire quelque chose. Bon, des fois, ça m'a joué des cours, hein. Ça m'arrivait pas souvent, mais de ne pas avoir le résultat escompté, ou de rater une photo parce qu'il y avait quelqu'un devant moi. Je suis pas très grand en plus. Bernard, tu es plutôt Canon, Nikon ou Sony ? C'est la question un peu sempiternelle quand on interroge un photographe. Alors Sony, non pas du tout, jamais. Mais par contre, j'ai débuté en Nikon. Ouais. Même tout d'abord à mes tout débuts, mais avant vraiment professionnel, j'avais un Pentax, un appareil réflexe. Ensuite, je ne jurais que par Nikon. Mes premiers sous de l'autre côté, je me suis acheté des Nikon. Et puis malheureusement, à mes débuts Auto Hebdo, je me suis fait voler mon sac photo. Ah. Donc je me suis retrouvé un petit peu pas bien. En l'urgence, j'ai racheté un petit Nikon mat, un petit Nikon d'occasion. Et heureusement, c'était le début d'une entrée en force de Canon dans le domaine de la photo sportive. Et ils avaient proposé un échange, un arrangement avec le groupe Hommel pour me fournir en matériel Canon, équipé en Canon, en échange de publicité dans les magazines du groupe, notamment dans Grand Prix International. Donc, du coup, je me suis retrouvé complètement équipé en Canon et ensuite, j'ai continué en Canon pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un peu plus d'une douzaine d'années, je suis revenu à Nikon. Un peu par hasard, enfin, des circonstances, j'étais moins satisfait des services de Canon envers les professionnels. Nikon avait sorti un boîtier qui était plus performant à ce moment-là, donc en 2007-2008, le D3. Et voilà, et Canon France en plus m'accueillit à bras ouverts. C'est pas pour ça qu'ils nous donnaient le matériel, hein, fallait l'acheter, mais voilà, j'ai profité de cette occasion et je suis revenu à Nikon. Je suis resté en Nikon maintenant et
par rapport à la question, j'imagine, rapport à Sony, j'imagine que c'est une question par rapport au réflexe hybride. Et depuis 2 ans, je suis passé au Nikon hybride, c'est-à-dire ce qu'on appelle la série Z, qui sont un peu l'équivalent des Sony en fait. Et voilà, je suis très content de ce matériel qui, pour moi, qui est arrêté maintenant vraiment de courir les grands prix et les circuits. C'est un matériel très performant et beaucoup plus compact et léger. Et ben justement, décidément, tu m'amènes les questions sur un plateau, c'est formidable. Évidemment, quand on est photographe sur un circuit, on reste généralement loin de l'action, donc il faut utiliser des objectifs à longue focale qui sont souvent très lourds. Comment tu choisissais ton équipement pour suivre des grands prix, pour courir le long d'un circuit? Tu arrivais à faire un compromis entre le poids du matos et la qualité des images, ou tu t'étais juste mis à la musculation? Non, c'est vrai que on a, notamment au début, enfin dans les années 90, j'avais tendance à avoir trop de matériel avec moi, et d'autant plus que mes tout débuts, on n'avait pas des salles de presse équipées pour ranger notre matériel. En fait, ça n'existait pas. Donc on se baladait tout le week-end avec notre matériel à l'épaule. Oh là là. Ou alors on laissait ça dans le coffre d'une voiture ou quelquefois dans un motorhome. Enfin, c'était le cas, il y avait le motorhome Elf qui était réputé pour nous accueillir et nous nourrir même aussi. Et nous permettait, nous, à certains photographes, de stocker du matériel. Mais bien souvent, je me baladais avec tout ça et donc bon, j'ai eu des périodes où j'étais un peu trop chargé, mais j'ai quand même toujours essayé de me limiter, en tout cas à 2 boîtiers à l'épaule, un sur chaque épaule, et avec 2, 3 objectifs, et puis un gros télé. Pendant une période, c'était le 500 mm avec Canon. Quand je suis passé chez Nikon, j'ai préféré opter pour un 400, qui était plus lumineux, qui ouvrait à 2.8. Et du coup, je l'utilisais très fréquemment avec un multiplicateur de focale, c'est-à-dire un doubleur pour passer à 600 ou 800 mm. Du coup. Mais ce matériel était très lourd, et du coup, je l'utilisais avec un monopode, comme beaucoup de mes confrères d'ailleurs. Et alors, comment tu as vécu le passage de l'argentique au numérique et d'une manière générale, quelles sont les innovations technologiques qui ont le plus changé ton travail? Alors, c'est vrai que fin des années 90, j'y crois pas trop, le numérique. Je vois ça d'un mauvais œil. Je suis un puriste, j'ai fait une école de photo, j'ai évolué avec l'argentique. Tu étais laborantin? J'ai été laborantin, exactement. Donc je vois ça arriver et je me dis, bon, je pense que je peux continuer avec l'argentique. Et je pense que je me disais, même à l'époque, pourtant j'étais encore en pleine activité, j'étais encore assez jeune, je me disais, je pense que je peux continuer jusqu'à la fin de ma carrière en argentique. Grosse erreur. Donc ça, c'est au début, c'est au début des années 2000. Donc j'ai pas mal de confrères qui sont déjà passés au numérique, avec plus ou moins de galères en fait. Ils essuient les plâtres en fait. Donc je les laisse faire. Et puis les débuts des années 2000, 2002, 2003, les magazines ils veulent plus des diapos. Quand je débarque chez eux dans les rédactions pour montrer mon travail, en fait, ils veulent des fichiers numériques. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je scanne mes photos, Ouais. que je les mette sur un CD et que je leur ramène un CD. Donc c'est de nouvelles manipulations, des frais, travail en plus. Je fais ça pendant 1 an ou 2, et ça devient compliqué. Et en 2003 ou 2004, je me dis, bon, je vais quand même essayer un boîtier numérique. Donc première fois, Canon a dû m'en prêter un, je pense, sur un Grand Prix. J'étais pas très emballé. Et puis j'ai refait des essais, et puis finalement je me suis dit il faut que je m'y mette. Donc j'ai fait l'acquisition d'un numérique en 2003-2004, c'est ça. Et puis je fais une demi-saison avec un boîtier numérique, un boîtier argentique, parce que je me dis je ne vais pas quand même arrêter l'argentique. Et puis rapidement je me rends compte que c'est trop compliqué de faire les deux. Quand j'ai une bonne photo en argentique, du coup je suis obligé de la scanner et de la proposer sur un CD, etc. J'ai pas encore mon site internet à l'époque, donc l'année d'après, je crois que c'est 2004, je passe complètement en numérique et là je me suis pas dit d'ailleurs que j'aurais dû le faire plus tôt, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'étais pas encore très au point jusqu'à ce moment-là. Ça a encore continué à bien évoluer jusqu'à maintenant, mais en tout cas pas de regret parce que simplifier, ça a réduit aussi finalement quand même un peu les coûts parce que j'avais une note de frais de film et de développement astronomique après chaque Grand Prix. Pourtant, je faisais assez peu de photos, je me limitais à 40 à 50 films, 36 poses, mais bon, pas de regret, et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, surtout en bien. Le côté négatif, c'est que ça a condamné toutes les après-midi et les soirées sur un week-end de Grand Prix, c'est-à-dire que
fini les restaurants après la course. Enfin, déjeuner sur le pouce ou un sandwich à 22h en salle de presse, très rapidement dans un restaurant qui nous sert encore à cette heure-là. Enfin bref, par contre, le soulagement du lundi, le besoin d'aller courir, attraper un avion, de faire dérouler toute la nuit pour rentrer toute la nuit, une petite partie de la nuit pour rentrer je sais pas où, de Monza, Hmm. avec la voiture pour vite aller développer à Paris, etc. quoi. Donc l'un dans l'autre, ça nous a quand même bien facilité le travail. Bon, alors tu n'as pas fait que de la F1, je crois. Tu as découvert d'autres sports automobiles. J'ai même vu des photos de toi des JO d'Albertville. Exact. Alors il faut que tu nous expliques là. Alors, étant avant tout, comme je l'ai dit déjà, passionné par la photo, donc tous les sujets m'intéressaient toujours. Et c'est vrai qu'après une petite dizaine d'années, même pas une dizaine d'années, à suivre les Grands Prix, j'éprouvais déjà une certaine lassitude en fait. Parallèlement à Paris, j'avais déménagé, j'avais repris un local où c'était un ancien photographe, donc il avait aménagé ça en studio. Donc le studio, j'avais bien pratiqué à l'école, ça me plaisait aussi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter des photos studio, faire de la mode, de la nature morte, de la publicité, etc. Donc, j'ai commencé un petit peu à démarcher un peu tous azimuts, à la fois dans la mode, dans la publicité, chez les constructeurs aussi pour travailler sur des dossiers de presse, etc. Et puis, pour en revenir aux Jeux Olympiques, parallèlement, je déposais des photos à l'agence Van Diestadt. Donc, ce qui, du coup, me donnait des ouvertures et des contacts pour couvrir d'autres sports. Puis ça s'est passé en 92, donc Gérard Van Diestadt voulait constituer une équipe pour les JO d'Albertville et de Barcelone, et il m'a proposé de faire partie de cette équipe. Et j'étais ravi parce que c'était un des rêves de mes débuts, avant l'école de photo, un jour couvrir les Jeux Olympiques. Alors on imagine que techniquement, d'un point de vue organisationnel, c'est très différent d'un Grand Prix. Comment tu as appréhendé ça? Oui, alors j'avais la chance d'être intégré dans cette équipe et du coup de ne pas avoir le souci du planning. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décidais où j'allais, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir couvrir des disciplines très variées. Mais c'est pas moi qui les choisissais au départ. Mais bon, une fois que tout était engagé, mis en place, il n'y avait pas de souci, si ce n'est que, comme pire que pour la Formule 1, c'est très réglementé, les Jeux Olympiques. Et déjà en 92, pour couvrir le 400 mètres d'athlétisme, on ne se met pas n'importe où. On n'a que 2-3 spots possibles pour s'installer. Donc ça ressemble plus à une tribune de photographe de départ de Grand Prix qu'autre chose. Sauf pour d'autres domaines, par exemple, j'ai couvert le tir à l'arc. Où là, il n'y a pas beaucoup de médias, il n'y a pas beaucoup de photographes. C'est facile de travailler librement, évidemment. Mais bon, c'est vrai que faisant partie d'une grosse structure, je n'avais pas le souci d'organiser mes prises de vue, mes choix de discipline. D'accord, bon. Bernard, ton actu en ce moment, c'est Michael Schumacher, t'en as parlé, tu publies un très bel album qui lui est consacré. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui, je crois, est assez particulier? Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, Michael Schumacher, pour moi, c'est le pilote d'une période charnière. C'est le dernier champion avec lequel j'ai pu faire des sujets, grâce aux journalistes évidemment qui les ont organisés, des sujets magazines avec la collaboration du pilote. Et bon, en plus, chacun sait ce qui est arrivé à Schumacher. Donc, et je me suis dit, j'ai couvert toute sa carrière en Formule 1. J'étais là à son premier Grand Prix en 91. J'étais là à son dernier chez Mercedes. Voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur Michael Schumacher, d'autant plus que je trouve que surtout en France, il n'y a pas eu beaucoup de choses faites sur lui, contrairement à Senna par exemple. Et voilà, j'ai commencé à compiler des photos et à faire un petit album sur une plateforme de livres numériques, donc comme chacun peut faire avec des photos de vacances. Et j'en ai fait 3-4 exemplaires. Voilà, et puis je me suis dit, bon, j'aimerais bien pouvoir faire ce livre en plus grande quantité. Et j'ai envoyé cette maquette, ce livre maquette à Jean Todt, et en lui disant que j'aimerais bien faire cet album en petite série, et je lui ai demandé s'il serait d'accord pour m'écrire une introduction. Et à ma grande surprise, 3 mois plus tard, j'ai reçu son petit manuscrit, parce que je lui avais demandé de le faire en manuscrit, s'il était d'accord. Son petit manuscrit
sur mon album, quelque chose de très sympa. Et ça, c'était il y a déjà plus de 2 ans, donc il s'est passé pas mal de temps depuis. Et après, vu ce que j'avais reçu de Jean Todt, je me suis dit, il faut que j'adresse la même chose, la même demande à l'attaché de presse de Michael Schumacher, Sabine Kem. Mhm. Donc je lui ai envoyé aussi un exemplaire de cette maquette et pareil, elle m'a répondu favorablement, avec enthousiasme, et elle a accepté de m'écrire un petit mot aussi pour l'album. Et puis malheureusement, 2 ans ont passé, voilà, j'étais un peu hésitant, je savais pas trop comment m'y prendre pour parvenir à réaliser ce livre. Et puis l'année dernière, j'ai rencontré Bruno Bayol et Lionel Lucas. Donc Lionel Lucas, c'est un jeune éditeur dont on a parlé, dont on parle ces dernières semaines, puisqu'ils ont réalisé tous les deux le livre Formula Helmet, un très beau livre sur l'histoire des casques des pilotes de Formule 1. Et on s'est rencontrés à Rétromobile, parce que j'ai collaboré avec eux pour ce livre. J'aurais fourni des photos d'archives. Et je leur ai parlé de mon projet, de mon idée d'album sur Schumacher. Et voilà, Lionel Lucas a été emballé, il m'a suivi et on a organisé tout pour faire le livre cette année. Enfin, on voulait le sortir là, la semaine prochaine pour Rétromobile. Donc il va sortir effectivement, et je l'attends, je ne l'ai pas encore vu. Mais je suis allé à l'imprimerie au mois de décembre pour suivre l'impression du livre, etc. Donc il est là et c'est un livre, bon, c'est très personnel, c'est un petit album, j'espère de bonne qualité. Et il n'y a pas de texte. Donc en gros, c'est un petit album de souvenirs, quoi. C'est un petit album de photos pour agrémenter, vu que comme j'ai pas fait ça avec un auteur, mais avec un journaliste, il n'y a que moi qui ai donc écrit quelques témoignages. Pour compléter ce que m'avaient écrit Jean Todt et Sabine Kem, j'ai réussi à contacter d'autres personnalités comme Rose Brown, Flavio Briatore, Peter Sauber, Jean Lézy aussi qui m'a écrit quelques lignes, Patrick Tambay, et si bien que le livre est parsemé de quelques petits témoignages comme ça. Et du coup, comme il y a très peu de textes, on s'est permis le luxe de traduire tous ces petits textes en 4 langues, italien, anglais, allemand et japonais. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un petit tirage photo qui sera vendu, intégré dans le livre. Un petit portrait de Michael. Voilà, bon, c'est un petit tirage, c'est 500 exemplaires. Il ne sera pas diffusé en librairie, il sera disponible uniquement chez Red Runner, donc l'éditeur de Formula Helmet. Et moi, j'aurai quelques livres à disposition dans ma galerie à Bandol, puisque j'ai ouvert une petite galerie à Bandol où je suis pas tous les jours, mais de temps en temps. Bon Bernard, on a beaucoup parlé de Formule 1, de pilote, un petit peu de moto aussi, mais est-ce que tu es intéressé par la voiture en tant que telle? Parce que là, j'ai par exemple Jean-Louis Moncey qui me posait la question sur Twitter. Alors Jean-Louis, je te salue et je vous promets à tous que j'inviterai Jean-Louis Moncey dans ce podcast dans un épisode ultérieur. Mais donc la question de Jean-Louis pour Bernard, c'était est-ce que tu as vendu ta Jaguar? Oui, ça c'est un gag il y a quelques années. Bon, je vais décevoir les puristes. Ma Jaguar, c'était une X-Type. Ah oui. Break X-Type, donc un modèle un petit peu pas très fréquent, mais qui a été fait à l'époque où Ford avait repris Jaguar. Oui, c'était une base de Ford Mondeo. Voilà, une base de Mondeo, un moteur de Mondeo, et qui n'avait de Jaguar que l'apparence extérieure et aussi la finition intérieure quand même. Ouais. Mais c'est une auto que j'aimais bien, que j'avais acheté d'occasion au parc presse de Jaguar France à l'époque. Et il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, un peu moins de ça, à un moment, je sais pas si j'avais besoin d'argent ou autre, j'avais dit à Jean-Louis que je vendais ma Jaguar. Voilà, ça l'a amusé. Et finalement, je l'ai jamais vendue. Enfin, je l'ai plus maintenant parce que entre-temps, elle était accidentée. Mais bon, pour répondre à ta question, je suis pas spécialement passionné des autos. Je roule tous les jours avec un PT Cruiser. Ouais. Ah oui, c'est collector ça maintenant. C'est un peu collector, ouais. C'est vrai que j'apprécie le côté rétro de cette voiture. Ouais. Je n'en ai pas une, c'est une néo-rétro. Voilà, j'ai toujours aimé les lignes de cette voiture très originale. Mais j'ai eu la seule auto que j'ai eue à mes tout débuts quand j'avais 23-24 ans, c'était une Karmann Ghia. Ouais, joli.
voilà, qui était une jolie voiture aussi, mais ouais, pareil, une petite voiture bon marché, mais j'ai jamais eu ni envisagé de l'acquisition d'une belle auto de collection, quoi. Tu apprécies l'auto plus en tant qu'esthète alors? Voilà, voilà. J'apprécie de photographier une belle auto. C'est vrai que j'aime bien aussi les réunions historiques où des belles autos anciennes sont réunies. J'adore les photographier parce que c'est vraiment. Voilà. Et j'ai une autre passion aussi, je sais pas, tu avais peut-être prévu de m'en parler, je suis allé plusieurs fois à Cuba Ouais, depuis, depuis une quinzaine d'années, donc je suis passionné j'adore les vieilles américaines en fait. ouais. Et voilà, je suis allé là-bas 6 fois maintenant pour photographier, uniquement dans le but de photographier les voitures, les nombreuses américaines qui Mhm. roulent là-bas. Bon bah du coup, d'habitude, je pose à mes invités 4 questions rituelles qui tournent vraiment autour de leur passion pour la voiture, mais du coup, évidemment, j'imagine que premièrement, tu ne fréquentes pas trop les sites d'annonces automobiles. Non, pas trop. Les annonces, tu Voilà. veux dire pour les ventes, pour acheter une Bah voiture? oui, ou pour juste pour Ouais, rêver, rêver à ce que pour tu pourrais regarder, pour éventuellement rêver, avoir ouais, dans ton non, non, garage. non, non, pas du tout. Bon, donc déjà ça élimine une question. La question suivante, par contre, là tu auras tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que Ouais. tu as un souvenir de road trip qui t'a particulièrement marqué? Oui, alors j'ai eu l'occasion d'en faire un très beau avec Romain Bernard. Romain Bernard, c'est le nouveau rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Mhm. Euh, et à l'époque, il était pas encore, mais c'est Philippe Séclier qui avait lancé, il avait lancé l'idée de faire des hors-séries produits en groupe Hommel. Et donc, il y avait eu un hors-série Porsche qui avait été réalisé et dans le sujet, dans le sommaire de ce hors-série, il y avait un road trip américain dans une Porsche cabriolet 911. Ouais. Et donc on a fait ce voyage un peu rapidement, hein, en 11 jours, Los Angeles, New York avec Romain Bernard. C'est un super souvenir. Ah oui. Ouais. En 11 jours, Vraiment ouais, super. c'est un sacré rythme, hein. Ouais, ouais, ouais. On faisait quand même pas mal de kilomètres chaque jour, surtout avec le temps de faire des photos, parce que je crois que le compte rendu a dû faire 16 ou 18 pages Ah ouais. que de photos. Enfin, il y avait du texte, mais avec des grandes photos et même il y avait même un folder de 4 pages à l'intérieur, hein. Mhm. Donc ça, c'est un beau souvenir. Et puis moi, j'adore les États-Unis. J'ai eu l'occasion de refaire un petit road trip un peu plus tard avec mes petits-neveux. On a fait un road trip nord-américain, là, cette fois, sur le nord-est. Pareil, une douzaine de jours, mais là, c'était plus concentré sur la partie nord-est des États-Unis. Et j'adore aussi rouler sur les routes de France. J'adore tout ce qui est National 7, etc. Je suis allé photographier plusieurs fois des bouchons, Ah enfin oui. des reconstitutions de bouchons, notamment à La Palisse, il y a Ouais. 2 ans. Tourve. J'ai fait celui de Tours, je suis allé 3 fois. Ouais. Ouais, ouais. Puis quelques autres. J'adore ces ambiances voilà, des années 50, 60, Mhm. qui rappellent sûrement ma petite enfance. Alors pour ceux qui s'intéressent à la National 7, je rappelle qu'il y a un épisode d'Histoire d'auto où j'interviewe Thierry Dubois qui est un grand spécialiste en la matière et qui a écrit pas mal de livres à ce sujet. Donc voilà, je sais plus quel épisode, je crois que c'est le 8 ou le 9. Enfin voilà, je vous laisse regarder à côté de cet épisode-là. Oui. Bernard, du coup, est-ce que tu aurais un garage idéal, malgré même si t'es pas fou de bagnole, est-ce que tu aurais quand même dans tes rêves les plus fous un garage qui te ferait bien envie avec 4 bagnoles de rêve dedans? Euh, Bah, il y a une auto dont j'ai un beau souvenir. C'est une Porsche, c'est la Porsche. Ouais, J'avais fait un voyage de nuit de Paris à Toulouse avec un journaliste de l'autojournal, euh, Jean-Claude Letroux, qui est venu. On avait rendez-vous à 4 heures du matin pour quitter Paris pour aller à Toulouse, la photographier cette Porsche avec une Ferrari, et puis retour dans la journée. Et quand on a pris la route à Paris, Jean-Claude Letroux, qui avait pas beaucoup dormi, me dit s'attendait pas de prendre le volant. ça se refuse pas. J'avais jamais conduit de Porsche de ma vie, c'était il y a 25 ou 30 ans, hein, cette histoire. Ouais, Et j'ai retrouvé les sensations de ma coccinelle, que ah oui. j'avais eu aussi, j'avais eu une coccinelle.
je me suis senti tellement bien dans cette voiture, je m'étais dit peut-être un jour je m'achèterai une Porsche. Donc, Hum. dans mon garage, je mettrais bien une Porsche. C'était une 911? Oui, 911. Ouais, ouais. Je sais plus lequel modèle. Mais bon. Et puis après, j'ai eu l'occasion de reconduire cette voiture avec Romain Bernard là, pour ce road trip, puisque c'était tellement express ce voyage que par moment il avait besoin de dormir un peu, Romain, et il me laissait un peu le volant. Donc, par contre, sur les routes américaines, c'était moins agréable, Oui. sur les autoroutes notamment. Hum. Voilà, après, après, j'ai une autre voiture quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dont j'ai fait l'acquisition très récemment. Oui. Donc, elle est déjà dans mon garage, Oui. mais c'est pas une auto dont je rêvais du tout. C'est plus les circonstances qui ont fait que j'ai fait l'acquisition de cette voiture, parce que c'est un ami qui la vendait, un ami japonais, et au début je ne voulais pas lui acheter parce que d'abord je trouvais ça pas très raisonnable, et j'allais presque au-dessus des moyens, mais finalement il me l'a cédé à un bon prix. C'est un cabriolet S2000 Ah ouais. de Honda, et voilà, donc je l'ai depuis peu. C'est vrai que j'apprécie beaucoup de la conduire. C'est comme une petite voiture de course en fait. Ouais. Avec ce Oui, moteur fabuleux. voilà. Ça m'a rappelé, je ne l'ai pas dit, on n'en a pas parlé, j'ai eu l'occasion de faire des stages de pilotage, notamment chez Winfield Ouais. à Manicourt, et puis après une autre fois en F3 à La Châtre. Et ça m'a rappelé le petit levier de vitesse, les sensations que j'avais eues de direction très vive, de boîte de vitesse très, très réactive. Je retrouve ça avec le S2000. Les sensations d'une monoplace. Voilà, exactement. Voilà, qu'on apprécie de placer dans un virage, même si c'est pas en roulant très vite. Ouais, je crois qu'il y a... Voilà, je suis en train de me dire que je me reverrais bien aller faire une demi-journée de circuit avec. Ouais, bah en tout cas, c'est le plus beau compliment, je pense, qu'on puisse faire à une sportive, de dire qu'elle offre des sensations de monoplace. Donc, effectivement, bravo. Ouais. Bon, écoute, si ton garage idéal fait deux bagnoles, écoute, c'est très bien. Hein, moi, ça me va. Hein. Encore une fois, C'est déjà pas mal, plus le petit cruiser Ah bah voilà. auquel je tiens beaucoup. Bah, il en manque plus qu'une alors pour arriver à 4. Voilà, il en manque plus qu'une. T'as pas une sculpture roulante qui te fait rêver, je sais pas, une Lamborghini Miura ou une Ferrari 250, des trucs comme ça? Non, pas du tout ce genre d'auto. Après, ça serait plus. Mais bon, pour moi, ça serait plus un utilitaire, Ouais. je pense. Mais déjà, le petit cruiser me sert d'utilitaire. Donc, par exemple, quand je fais des salons rétromobiles, j'enlève les sièges arrière et je le remplis jusqu'au plafond de photos. Et finalement, il fait l'affaire. Donc, non, après, ça serait plus en nostalgie, une coccinelle ou Ouais. Bah très bien. quelque chose comme ça. Bah écoute, voilà, on a notre garage, t'as ton garage idéal là. Voilà. T'as plus qu'à trouver la coque, c'est à racheter une Porsche et c'est bon. Exactement. Et puis il y a la moto aussi, hein, quand même, dans le garage. Ah oui. J'ai toujours une moto, je m'en sers plus beaucoup en ce moment. J'ai une Deauville Honda aussi. Ouais. J'ai eu aussi des Yamaha. Voilà, il y a une moto qui me fait un peu rêver, c'est une Guzzi. Ouais. Une nouvelle série classique là, qui me plaise bien. Je ne sais pas si je changerai ou si je la prendrai un jour, enfin on verra. Mais Là, je t'avoue que je suis moins expert. Hein. C'est le podcast D'accord. Histoire d'auto. Histoire de moto, c'est quelqu'un d'autre qui le fera peut-être, mais ça sera pas moi, je pense. Ouais. Bon, écoute, Voilà. Bernard, merci beaucoup d'avoir consacré ce petit moment à nos auditeurs. Je te remercie vraiment infiniment. On te trouve sur les réseaux sociaux, peut-être? Alors, je suis à mon nom, je suis sur Instagram et sur Facebook. Ouais. Bernard Assé, tout simplement. Bah, très bien, je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Voilà, sinon, si ceux qui viennent dans le Midi ou qui habitent dans le coin, ils peuvent me contacter pour me retrouver à la galerie, puisque j'ai ouvert cette petite galerie à Bandol l'été dernier, Ouais. qui est un petit peu bon. En ce moment, c'est très calme, évidemment. Oui. Donc, j'y vais pas souvent, j'y vais pas tous les jours, mais j'habite à 10 minutes à pied, donc quelqu'un qui veut me rencontrer peut m'envoyer un message. Et puis, si je suis là, je le retrouve là-bas, je lui
présente mes photos qui sont exposées. Il y en a une cinquantaine. Et puis on peut échanger un petit peu. Et puis je propose aussi quelques bouquins, notamment, j'espère, très rapidement, très prochainement, le Schumacher. Oui. Voilà, donc ça c'est à Bandol en centre-ville. Bah, très bien. Bah, le message est passé. Voilà. Merci beaucoup Bernard, je pense que je te ferai revenir parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qu'on a à peine effleurés et ça m'embête un petit peu, donc je pense que si ça te dérange pas, je te ferai revenir ultérieurement dans ce podcast. Ouais, avec plaisir, pas de souci, merci. Merci beaucoup Bernard, au revoir. Merci Vincent, au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce 16e épisode. Et oui, ça fait déjà 16 épisodes d'Histoire d'Auto, le temps passe vite. Je vous remercie de l'avoir écouté encore une fois. Toutes mes excuses pour la qualité d'enregistrement moins bonne que d'habitude. C'est promis, je ferai mieux la prochaine fois. Petit pépin technique, ça arrive malheureusement. En tout cas, si ça vous a plu, malgré la qualité de son dégueulasse, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une petite note, une appréciation sur la plateforme où vous êtes abonné à ce podcast. Ça fait toujours plaisir. Ça aidera aussi accessoirement d'autres gens à découvrir ces entretiens, donc c'est bien. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook ou au compte Twitter d'Histoire d'Auto. Vous recherchez Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus directement. Non seulement ça vous permettra d'être tenu au courant de la mise en ligne des nouveaux épisodes, mais ça vous permettra aussi d'être au courant des enregistrements à venir et du coup de pouvoir poser des questions aux futurs invités. Voilà. Et donc si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc ça devrait être bon, le prochain épisode sera en ligne le 15 février. D'ici là, si vous n'avez pas encore écouté les 15 autres épisodes, n'hésitez pas, ils sont dispo, vous pouvez y aller. Et puis moi je vous dis à très bientôt et bonne route, ciao.